Aujourd'hui, je me suis installé au musée de l'histoire allemande à Berlin parce que le Dessous des cartes va consacrer 2 numéros à la guerre de 14-18, ou plus exactement non pas à la guerre elle-même, mais aux facteurs qui ont conduit au premier conflit mondial. Non pas les facteurs conjoncturels qu'on connaît assez bien, les guerres balkaniques ou l'assassinat de l'archiduc d'Autriche. Non, les causes profondes, lointaines, j'allais dire discrètes. Et là, on trouve des rivalités entre les nations européennes, politiques, économiques, maritimes, coloniales. Eh bien, c'est cela que nous allons étudier aujourd'hui. En ce début de XXe siècle, dans le monde, ce sont les puissances européennes qui dominent. Et cette domination prend plusieurs formes. D'abord, il y a la puissance démographique, car la population européenne, Russie comprise, a plus que doublé, passant de 195 millions d'individus en 1800 à 422 millions en 1900. En 1914, avec environ 450 millions d'individus, l'Europe regroupe à elle seule 25% de la population mondiale. La pression démographique est telle qu'environ 60 millions d'individus ont quitté l'Europe entre 1820 et 1914, principalement à destination des États-Unis, mais aussi à destination du reste des Amériques et des colonies. L'Europe est aussi une puissance économique. Elle détient 88% des capitaux investis dans le monde et représente 80% des échanges grâce à sa flotte commerciale. L'Europe et les États-Unis assurent 85% de la production industrielle mondiale et détiennent le monopole de la production de l'acier. Avec la révolution industrielle du XIXe siècle, l'Europe jouit donc d'une avance financière, technologique, économique. Elle est l'usine et le banquier du monde et l'arbitre du commerce international. Mais pour faire tourner ses usines et son économie, l'Europe a besoin de matières premières et de débouchés pour ses produits. L'accroissement de la population et ses nécessités économiques expliquent donc en partie la troisième forme de la puissance européenne, qui est la dimension politique. En 1914, après plus de 40 ans d'expansion coloniale, les puissances européennes sont présentes partout dans le monde, surtout en Afrique et en Asie. Les empires coloniaux britanniques et français sont les plus importants, et avec ceux de l'Allemagne, du Portugal, de la Belgique, de l'Italie, de l'Espagne, des Pays-Bas, du Danemark, les empires coloniaux européens couvrent environ la moitié de la superficie du globe. Arrêtons-nous un moment sur cette carte édifiante. Les puissances européennes ont donc exporté leurs systèmes économiques, avec pour les faire fonctionner des hommes, des systèmes agricoles, des juristes et bien sûr des missionnaires et des soldats. L'Europe est donc la puissance dominante. Sauf que justement, elle n'est pas une puissance. Au contraire, elle est diverse et divisée. En 1914, on compte 140 millions d'habitants dans l'Empire russe, 63 millions dans l'Empire allemand, 50 millions dans l'Empire austro-hongrois, 46 millions au Royaume-Uni, à peine 40 millions en France, 36 millions dans le Royaume d'Italie et 19 millions dans l'Empire ottoman. Et ces déséquilibres préoccupent certains, notamment en France, où l'on s'inquiète de la démographie allemande. L'Europe est traversée de plusieurs fractures. Voici par exemple où se trouvent les principales régions industrielles, alors que le reste de l'Europe est plutôt agricole. Et au sein même de ce monde industrialisé, les économies sont à la fois différenciées et en compétition. Le Royaume-Uni, où est née la révolution industrielle, représente 14% de la production industrielle mondiale, mais elle est désormais dépassée par l'Allemagne avec 15,7%, car ce pays bénéficie maintenant d'une industrie plus récente, avec un appareil de production plus concentré et plus compétitif. Et quant à la France, elle se trouve loin derrière. L'accélération des processus et des rythmes de production accentue donc la concurrence entre ces pays. Autre facteur de division en Europe, il existe des États à l'unification ancienne comme la France, le Royaume-Uni, la Russie, et d'autres qui sont des constructions politiques beaucoup plus récentes. Le Royaume d'Italie a été proclamé en 1861, l'Empire allemand a été fondé en 1871 pour unifier la Prusse et les autres États allemands. L'Empire austro-hongrois a été fondé en 1867, unissant alors l'Empire d'Autriche et le Royaume de Hongrie. Allons voir maintenant de plus près cet État multinational
où cohabitent plusieurs peuples. Les Allemands et les Hongrois représentent respectivement 24% et 20% de la population de l'Empire austro-hongrois, soit 44% au total, alors que les nationalités slaves en représentent 45%. Et puis il y a aussi des Roumains et des Italiens. Or, les Allemands et les Hongrois exercent une domination politique et économique sur tous les autres peuples. Et l'empire des Habsbourg est de plus en plus secoué par des velléités séparatistes de ces minorités nationales, principalement slaves. Même chose dans les provinces irrédentes que sont le Trentin, la Vénétie julienne et la Dalmatie. Car en Italie, un puissant mouvement d'opinion veut l'unification politique de l'ensemble des territoires de langue italique ou ayant fait partie des anciens États italiens. Maintenant, quant à l'Empire russe, il mène une politique de russification de ces peuples allogènes, c'est-à-dire non russes, à savoir les Roumains, les Ukrainiens, les Polonais, les Baltes, les Finlandais, les Arméniens, ainsi que les peuples musulmans et les Juifs, ce qui soulève l'hostilité de ces derniers. La politique étrangère russe se définit de plus en plus par le panslavisme, c'est-à-dire la volonté de fédérer l'ensemble des peuples slaves, notamment dans les Balkans. Alors justement, allons voir maintenant du côté de l'Empire ottoman, cet homme malade de l'Europe, comme on l'appelait à l'époque, qui est un autre acteur majeur à la veille de la guerre. Voici les contours de l'Empire ottoman en 1914, et maintenant voici ses contours au milieu du XIXe siècle. Eh bien, on constate qu'entre ces deux dates, l'Empire ottoman a perdu de nombreux territoires en Afrique du Nord et dans la péninsule arabique, ainsi que l'essentiel de ces territoires dans les Balkans, où il ne lui reste que la trace. Et les territoires perdus par l'Empire ottoman intéressent tout à la fois l'Autriche-Hongrie, les nationalistes serbes et grecs, mais également les puissances coloniales que sont l'Italie, la France, le Royaume-Uni, qui cherchent l'affaiblissement des Ottomans au Moyen-Orient. Autre facteur de tension en Europe maintenant, le contrôle des détroits et la domination des mers. D'une part, les détroits du Bosphore et des Dardanelles situés entre mer Méditerranée et mer Noire et contrôlés par l'Empire ottoman. La Russie, pour qui ces détroits constituent l'unique route maritime vers la Méditerranée et dont la flotte de guerre est basée en Crimée, réclame l'internationalisation de ces détroits, c'est-à-dire la liberté de circulation en temps de paix et en temps de guerre pour tous les bâtiments de commerce ou militaires, sans distinction de pavillon. Saint-Pétersbourg cherche en effet à se prémunir d'une attaque ennemie depuis la Méditerranée et la mer Noire. Sauf que Londres s'oppose à cette internationalisation, craignant justement l'accès de la flotte militaire russe à la Méditerranée. Tout comme Vienne d'ailleurs, qui craint que la Russie ne vienne contrarier ses intérêts commerciaux dans les Balkans. Et puis d'autre part, la Grande-Bretagne et l'Allemagne s'opposent autour du canal de Suez, entre mer Méditerranée et mer Rouge, qui a été internationalisé en 1888. La Grande-Bretagne, qui possède la plus puissante flotte maritime commerciale au monde, cherche à contrôler la nouvelle route des Indes, ouverte par ce canal, alors que l'Allemagne, qui se dote d'une marine de guerre, veut elle aussi contrôler ses voies maritimes d'approvisionnement. Maintenant, regardons le continent africain. Le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne et d'autres pays se sont disputés les derniers territoires à coloniser. L'Allemagne, longtemps exclue du partage colonial, a organisé la conférence de Berlin en 1884-85, où elle a revendiqué sa part du gâteau africain. Vous voyez ici les possessions allemandes en 1914, après que ce pays se soit opposé au Royaume-Uni, en Afrique australe et orientale, et à la France au Maroc. C'est une rivalité qui a débouché sur deux crises, à Tanger en 1905 et à Agadir en 1911. Ce sont deux crises que je développerai dans un prochain volet. Maintenant, pour finir, revenons à l'Europe, car il y a évidemment les séquelles de la guerre franco-prussienne de 1870. Cette gravure nous montre Napoléon III fait prisonnier à Sedan. Eh bien, cette guerre a ouvert d'une part sur la proclamation de l'Empire allemand à Versailles, et d'autre part sur l'annexion de l'Alsace-Lorraine par l'Empire allemand. Eh bien, en France se développe un mouvement d'opinion revanchard, entretenant la nostalgie des provinces perdues.
Et quant à l'Empire allemand, il s'est rapproché de son ancien adversaire, l'Autriche-Hongrie, dès 1873, justement pour parer à la volonté de revanche de l'état-major français. Vous voyez ici François-Joseph et Guillaume II, les deux empereurs. Et puis enfin, à mi-chemin entre les facteurs de fond et les facteurs conjoncturels conduisant au premier conflit mondial, cette affaire Dreyfus est symptomatique. En 1894, la condamnation du capitaine Dreyfus, accusé d'avoir livré des documents secrets français à l'Empire allemand, divise la société française. Et ce, dans un contexte social fait d'antisémitisme et de haine envers l'Empire allemand. On observe ces années-là, en Europe, le développement d'une culture populaire de guerre, comme vous le voyez sur ces deux cartes de propagande, française, allemande. Et cette culture de guerre est également excitée par les programmes scolaires, la littérature ou même des jouets guerriers. En somme, une véritable brutalisation des sociétés européennes est en marche. Alors il y avait de fait comme une sorte de climat d'agressivité en cette Europe, en ce début de XXe siècle, une volonté de revanche de la France sur l'Empire allemand, après la défaite de Sedan, le désir de récupérer l'Alsace-Lorraine. Alors dans le prochain numéro du Dessous des cartes, j'étudierai les rapports de force qui prévalaient en 1912-1913, c'est-à-dire les années qui ont immédiatement précédé le déclenchement du premier conflit mondial. Vous pouvez retrouver toutes nos références bibliographiques sur le site du Dessous des cartes.